Aquilino Morel, bonjour. Bonjour. Vous avez été conseiller de Lionel Jospin à Matignon, vous avez été conseiller politique de François Hollande à l'Élysée. Vous publiez aujourd'hui L'opium des élites aux éditions Grasset, comment on a défait la France sans faire l'Europe. C'est une analyse profonde et travaillée de l'européisme et de la décomposition de la vie française. Aquilino Morel, on va parler de tout ça, mais je voudrais d'abord aborder une question personnelle. Avez-vous déjà fumé de l'opium? Jamais. Ni aucune substance psychotrope illicite. Pas même une seule fois dans ma vie une cigarette. Alors, c'est peut-être le signe d'une très grande normalité ou d'une très grande anormalité. Je vous en laisse juge, mais en tout cas, l'opium, non. D'ailleurs, fumer de l'opium, même en France ou en Europe aujourd'hui, quand on est toxicomane, c'est pas très facile. Hein. Trouver de l'héroïne, mais de l'opium, pas beaucoup. Il faut aller en Asie pour pouvoir en fumer. Et je ne suis jamais allé en Asie. Alors pourtant, c'est pas pour vous inciter, hein, l'opium induit notamment une euphorie, une somnolence, oui, un état hypnotique et onirique que oui, certains écrivains ont recherché, comme Baudelaire, Cocteau. Oui. Alors c'est cela exactement que vous pensez être l'effet de l'Europe sur nos élites. Hypnotique, euphorie, état onirique, oui, ça correspond assez bien. D'ailleurs, c'est tellement vrai que cette formule, qui est une formule, le titre d'un livre, c'est aussi une formule, elle est inspirée, comme vous le savez, de la formule de Raymond Aron, qui avait écrit en son temps l'opium des intellectuels. Il visait alors, lui, le communisme. Mais la comparaison vaut et on peut transposer le terme d'une époque à l'autre et d'une idéologie ou d'une religion séculière à l'autre, comme disait Raymond Aron, parce que c'est une formule qui lui appartient, qu'il a forgée, une religion séculière. Et lui-même, Raymond Aron, s'était bien sûr inspiré et avait retourné la célèbre formule de Karl Marx, la religion et l'opium du peuple. Donc oui, ce sont des effets euphorisants, hypnotiques, qui sont assez, vraiment, qui décrivent assez bien ce que l'européisme produit chez certains cerveaux. Alors, on va le détailler. Pour prendre les éléments d'actualité, nous sommes à l'aube de cette année 2022. La France assure la présidence de l'Union européenne. Olaf Scholz, en Allemagne, va être le chancelier. Et on attend des initiatives du président de la République. Qu'attendez-vous de votre côté de cette présidence française? Alors, le problème de cette présidence française, comme vous le savez certainement, c'est qu'elle débute normalement le 1er janvier 2022. En réalité, elle démarrera le 19 janvier avec le grand discours que le président de la République va prononcer au Parlement européen à Strasbourg. Et par ailleurs, elle s'achèvera de facto, si ce n'est de juré, elle s'achèvera de facto, on va dire vers la mi-mars, c'est-à-dire au moment où, après le dépôt des candidatures officielles et leur validation par le Conseil constitutionnel, il faudra bien que la campagne présidentielle démarre. Ensuite, le président de la République sera dans une situation tout de même beaucoup plus compliquée. Donc en réalité, cette présidence de l'Union, elle va en réalité recouvrir 2 mois à peu près, peut-être un peu plus, mais disons 2 mois pleins. Le reste, ce sera soit le tout début, ça ne sera pas vraiment encore lancé, soit ce sera une présidence qui sera quand même largement si vous voulez, teintée par les enjeux nationaux. Alors comment faire de ces 2 mois des 2 mois utiles? Moi, ce que j'apprécierais en tant que citoyen, et c'est d'ailleurs ce pourquoi je plaide dans le livre, c'est que ces 2 mois servent à... Alors je ne pense pas à introduire des modifications politiques ou institutionnelles profondes, mais à aborder le débat de fond crucial, qui est de dire qu'est-ce que doit devenir l'Europe? Quelle forme politique et quel contenu politique doit-elle se donner? Parce que jusqu'à présent, c'est un des thèmes puissants de l'ouvrage, c'est que l'Europe a procédé à plusieurs reprises à des espèces de glissades fédéralistes qui ont toujours été conduites, sauf au tout début, on y reviendra peut-être historiquement avec Jean Monnet ou Walter Hallstein, le premier président de la Commission européenne, mais après, qui ont toujours été conduites compte tenu des réticences profondes et des résistances des peuples européens, qui ont été conduites de manière subreptice. C'est ce que Raymond Aron a appelé en 1962 le fédéralisme clandestin. Eh bien, je ne voudrais pas que cette présidence française de l'Union serve à recommencer une nouvelle séquence de fédéralisme clandestin dans lequel on n'expliquerait pas au peuple
ce que l'on fait, dans lequel on agiterait comme toujours des beaux mots, solidarité, pas en avant, sortie vers le haut, etc., progrès pour l'Union, décidons plus vite et plus fort, toutes ces formules qui ne veulent en réalité rien dire, qui sont des vœux pieux ou des formules de communication, mais qu'on aille au fond des choses. Par exemple, vous parlez de Olaf Scholz, qui sera dans quelques jours le successeur d'Angela Merkel. Olaf Scholz, qui est un fédéraliste convaincu, il avait plaidé en son temps, lorsqu'il était ministre des Finances et vice-chancelier de Mme Merkel, pour que la France cède son siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies à l'Union européenne. Donc, il annonce la couleur. Eh bien, il avait annoncé la couleur. Eh bien, à la tête de cette coalition, il a fait un document, il a établi un document programmatique pour cette coalition, dans lequel il réclame très clairement la constitution d'un État fédéral européen. Donc, si vous voulez, lui, il assume sa position. C'est d'ailleurs la première fois qu'en Allemagne, on le fait de manière aussi nette. Le président de la République, comme ses prédécesseurs, n'a jamais dit ce qu'il voulait réellement. Ou dans des formules qu'avait établies Jacques Delors, Fédération d'États-nations, qui sont des oxymores. Donc, qui sont des choses, le moyen de ménager la chèvre et le chou. Donc, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on s'engage à nouveau dans une spirale fédéraliste, on en parlera certainement pour dire quels sont pour moi les dangers très graves de cette évolution, et qu'en tout cas le débat soit nourri de manière loyale devant le peuple français. Alors justement, pour nourrir ce débat loyal, il faut effectivement qu'il y ait une concordance entre les discours et les actes, et vous dites que l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, loin d'être le signe d'une recomposition, a été plutôt, selon votre appréciation, le signe de la décomposition encore plus forte de notre vie politique. Pourtant, vous reconnaissez la franchise du candidat de 2017. Oui, c'est pas incompatible. Vous pouvez très bien, parce que vous avez une intelligence politique et une vision stratégique tout à fait nette et puissante, qui était le cas d'Emmanuel Macron en 2017, comprendre que le paysage politique français est un théâtre d'ombre depuis 30 ans et que les électeurs sont lassés des représentations complètement sans aucun contenu fantomatique qu'il leur délivre régulièrement. Donc comprendre cela, comprendre que le système politique s'est écroulé et qu'il suffirait d'un coup d'épaule pour que le tout, si vous voulez, aille à terre définitivement, et en même temps, comprendre que pour pouvoir vous frayer votre chemin, vous avez intérêt à dire ce que vous êtes. C'est là l'intelligence de Macron. Macron, en 2017, a compris tout ça. Il avait compris ce que personne n'avait compris, par quelques-uns, dont j'étais, mais à l'époque, lorsque je le disais aux journalistes politiques de Paris, ils me regardaient avec un air complètement stupéfié. Il avait compris que François Hollande ne pourrait pas se représenter. Il avait compris donc que cet espace-là, il pourrait peut-être le récupérer. En tout cas, c'était son objectif. Donc il a compris également que loin d'être un handicap, le fait d'appartenir à l'élite politique, technocratique même, et même des affaires, le servirait dans le sens où ça lui montrerait qu'il avait, en dépit de son jeune âge, une expérience solide et des capacités, des compétences que chacun d'ailleurs lui reconnaît aujourd'hui et que personne n'a jamais contesté. Donc il avait compris tout ça. Et après, eh bien ma foi, il a tenté sa chance. Et comme dans toute aventure politique, il faut, comme disait Machiavel, hein, il faut à la fois le virtu, il faut de la force personnelle, de la force d'âme, de l'énergie et fortuna. Il faut que la roue de la fortune tourne pour vous vers le haut à ce moment-là. C'est ce qui s'est passé. Ça aurait pu ne pas se faire. Il y a eu l'affaire Fillon qui lui a permis de récupérer les 5 ou 6% de voix qui lui permettaient, ou même davantage, de passer en tête au premier tour, mais tout ça n'aurait pu ne pas se produire. Ça s'est produit. Mais il n'en reste pas moins que l'analyse stratégique était juste, et elle reposait bien sur le constat d'une décomposition, effectivement, qu'on a vu à tous les niveaux. Le niveau de candidat présent, l'éclatement complet de la gauche, de la droite, l'abstention considérable à la présidentielle, ce qui ne s'était jamais vu, et aux législatives, qui est devenu absolument énorme. Donc, tout ça, on l'a vu. Et lui, il le savait, Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, pour contrebalancer ce qui pourrait apparaître ici comme un éloge peut-être trop appuyé de cette performance électorale, qui reste néanmoins exceptionnelle, ce que l'on peut critiquer, c'est peut-être qu'il a compris cela, mais qu'il en a joué, et qu'il a rebaptisé ou baptisé recomposition, ce qui n'était qu'une décomposition. Alors cette décomposition, vous lui donnez un point de départ extrêmement précis, oui. C'est le mois de mars 1983. Oui. C'est ce que dans le Brage vous appelez le choix de François. Ce tournant... François Mitterrand.
Oui, effectivement. Et vous avez servi François Hollande également, donc c'est bien François Mitterrand en 1983. Ce tournant, présenté comme le tournant de la rigueur, vous en faites un basculement beaucoup plus fort. Oui, mais je ne le fais pas, c'est factuel. D'ailleurs, je constate que je n'entends personne contester cette analyse, mais elle n'est pas contestable. On a dit que c'était le tournant de la rigueur, ou de l'austérité, ou le tournant libéral. Mais pour quelle raison? Les mesures qui sont prises en mars 83, en quoi consistent-elles? Elles consistent d'ailleurs, d'un point de vue macroéconomique, en une logique tout à fait keynésienne, qui est de dire nous avons procédé à une relance par la demande d'environ 1% du PIB de l'époque en mai 81. La situation économique est présentée, car elle ne l'était pas, elle était présentée comme extrêmement grave et nécessitant de faire marche arrière toute. Donc on décide de faire une ponction, à l'inverse, de 2% en mars 83 du PIB. Le niveau de déficit n'était pas si... 20%. Déficit public, 20%. Aujourd'hui, on est à 116%. Je n'entends pas à la télévision de discours de qui que ce soit réclamant une purge de l'économie française. Et d'ailleurs, si vous regardez les mémoires de Jacques Delors, il dit lui-même qu'on était dans le peloton européen pour l'inflation, qu'on avait une bonne croissance, bah forcément, parce qu'on l'avait relancé de manière keynésienne en mai 81, que le seul problème que nous ayons à l'époque, c'était la question du déficit commercial, qui effectivement, compte tenu de l'état délétère, enfin très obéré de notre industrie, bah, c'était quand même dégradé. Donc, sur le plan mécanique, c'est un freinage de type keynésien. Et les mesures libérales, elles viendront bien plus tard. Elles viendront avec Bérégovoy, Naouri aux finances en 85-86, bien après. En réalité, le sens de ce tournant de mars 83 est de préparer, dans l'esprit de Mitterrand, qui sait, parce que c'est écrit dans le calendrier institutionnel, il sait que le 1er janvier 1984, ça nous rappelle quelque chose, il sera le président, non pas de l'Union européenne, à l'époque elle n'existait pas, mais de la communauté européenne. Donc il sait qu'il aura à ce moment-là 6 mois pour faire ce qui compte pour lui, c'est-à-dire une relance fédéraliste de l'Union, de l'Europe. Que doit-il faire? Il doit absolument avoir l'accord des Allemands. Helmut Kohl est arrivé à la chancellerie en octobre 82, donc il faut lui montrer que les socialistes français sont des gens raisonnables, sérieux, capables, après une petite phase, une petite incartade, comme dirait l'autre, capables de revenir dans la sagesse et dans l'orthodoxie économique. C'est le sens, et c'est la vocation de cette première étape qui est pour lui le tournant de mars 83. Alors, et qui sera suivi ensuite de tout un tas de choses dont on voit très bien, quand on les connaît, comment le puzzle se reconstitue de manière tout à fait parfaite, et toutes les pièces s'emboîtent les unes dans les autres. Mais... Alors, justement, quand on a un puzzle comme ça, il faut lui donner du sens. Et François Mitterrand était adepte du cardinal de Retz, qui dit qu'en politique comme en amour, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. François Mitterrand fait en 1983 un discours pour expliquer ce tournant. Est-ce que finalement il n'applique pas la maxime du cardinal à ça? Il l'applique parfaitement, puisque j'ai pris le soin de chronométrer le temps qu'il a passé à justifier ou à expliquer ce tournant par la vraie motivation qui était la sienne, qui était le fait de préparer sa relance fédéraliste. Il y consacre 16 secondes, dans un discours de plus de 13 minutes. Et il le dit en passant, en disant cette phrase, nous n'avons pas voulu, ou je n'ai pas voulu couper la France de l'Europe. Il ne s'agissait pas du tout dans ton esprit de ne pas couper la France de l'Europe, de ne pas la séparer de l'Europe, il s'agissait de préparer une nouvelle Europe. Et pour cela, il avait besoin de pouvoir convaincre Helmut Kohl, l'Allemagne, que la France était un pays sérieux, et surtout, étape fondamentale pour lui, convaincre Kohl, ce qu'il est parvenu à faire, qu'il fallait nommer un Français, et pas n'importe quel Français, Jacques Delors, à la tête de la Commission le 1er janvier 1985, fonction dans laquelle il est resté 3 mandats, 10 années, jusqu'en 1995. Et je rappelle, mais ce sont des choses publiques, c'est dans le mémoire de Jacques Delors, et dans tous les livres, le livre d'Hubert Védrine ou d'autres, des témoins importants de cette époque, que logiquement, la présidence de la communauté européenne en 1985 devait revenir à un Allemand. Et Delors raconte avec coquetterie dans ses mémoires qu'allant chercher Kohl à l'aéroport pour le conduire à Fontainebleau pour le sommet européen des 25 et 26 juin 1984, Kohl lui dit, dans la voiture, « C'est au tour de l'Allemagne de présider l'Europe, j'accepterai un Français seulement si ses initiales sont J et D. » Bon. Donc l'accord était passé avec Mitterrand, ce qui scellait l'accord, c'était le tournant
de mars 83, qui permettait, donc encore une fois, d'établir que aux yeux des Allemands, que les socialistes français étaient des gens raisonnables, qui pouvaient gérer convenablement l'économie. Il restait ensuite la seconde étape, c'était faire passer un accord avec l'autre grande puissance de l'Europe à l'époque, qui était encore à 9, peut-être déjà, non, à 9 encore, je crois peut-être à 10, mais non, je pense que c'était encore 9, c'était l'Angleterre. Et ça, c'est l'Angleterre de Margaret Thatcher, et ça, c'est le sommet de Fontainebleau des 25 et 26 juin 84 que j'évoquais à l'instant, qui a permis de le faire, puisque là, à cette occasion, en contrepartie du chèque que Mme Thatcher réclamait depuis des années, I want my money back, je suis trop contributeur net à cette communauté européenne, je veux récupérer une part de mon argent, ce que Mitterrand et Kohl finissent par lui donner, finissent par accéder à cette demande. En contrepartie, Mitterrand obtient qu'elle donne son imprimatur à la nomination de Delors à la Commission. Donc là, les pièces commencent à s'emboîter. Mitterrand préside le premier semestre de l'Union. Il obtient la nomination de Delors avec un agenda déjà tracé qui est la relance fédéraliste via ce qui sera l'acte unique européen. Alors justement, 1986. Prenons ce deuxième acte de cette évolution qui est donc l'adoption de l'acte unique européen. C'est le premier traité qui modifie celui de Rome de 1957. Cet acte unique européen étant la majorité qualifiée au sein du Conseil des ministres européens. Et autour de cette extension du fédéralisme, donc, vous faites un lien avec la globalisation. Pouvez-vous expliquer cette intrication des actes? Mais pour bien comprendre l'importance de ce traité, qui est absolument central, mais c'est un traité totalement inconnu. C'est-à-dire, si vous sortez maintenant, vous êtes dans la rue, vous demandez à n'importe quel citoyen, quel que soit son niveau d'éducation, qu'est-ce que c'est que l'acte unique européen, il ne saura absolument pas vous dire. Vous le savez, je le sais, mais ce sont vraiment des exceptions infinitésimales. C'est pourtant un traité décisif, c'est celui que dans ses mémoires, Jacques Delors appelle mon traité favori. Et il lui consacre un chapitre entier de ses mémoires, le chapitre 7, à ce sujet, à juste titre. Puisque cet acte unique européen, c'est, comme vous l'avez dit, le passage du vote dans la plupart des domaines, de l'unanimité requise au vote à la majorité qualifiée. C'est donc un engrenage fédéraliste considérable. C'est, dans l'esprit de Mitterrand et de Delors, la revanche sur le général de Gaulle qui avait obtenu pour clore la crise de la chaise vide, juin-décembre 65, le compromis de Luxembourg de 66 qui stipulait que lorsqu'un État membre de la communauté estime que ses intérêts importants ou vitaux sont en jeu, il a le droit de veto, donc il faut l'unanimité pour les choses importantes. C'est la revanche prise sur cette conception d'Europe, l'Europe des nations, l'Europe des patries du général de Gaulle, et c'est le moyen d'enclencher la première étape très importante de cette spirale fédéraliste. Et par ailleurs, et c'est la seconde dimension de l'acte unique européen, c'est pas seulement cela, ce qui est déjà considérable, c'est que cet acte unique européen doit servir à créer le grand marché, voilà, on y vient à votre interrogation, le grand marché unifié, la concrétisation vraiment pure et parfaite, comme diraient les économistes, du marché commun de 57, et que ça va être l'occasion d'adopter ces 297 directives ultralibérales qui vont établir les 4 libertés de circulation des personnes, des biens et services, des capitaux notamment, etc. Oui. Et ça, c'est la contrepartie, c'est ce qui scelle également le deal avec Thatcher. Thatcher est d'accord pour procéder à une relance fédéraliste dont, somme toute, elle se moque bien parce que son pays, on l'a bien vu après, n'était jamais complètement dans l'Union européenne ou dans l'Europe. Elle avait un pied devant, un pied dedans, un pied dehors. Ils sortiront en fait compte en 2016. Après être entré seulement en 1973 et après avoir tenté de saboter pendant un premier temps la communauté européenne. Donc elle se dit, moi ça ne me dérange pas trop cette affaire-là, d'autant que c'est le moyen de constituer un immense marché unifié où tout sera libéralisé, ce qui est exactement ma vision de l'Europe. Bon. Donc on lui donne cela, et si vous voulez, c'est la double face de l'acte unique, fédéraliste et ultralibéral. Parce que dans ces 4 libertés, il y a la liberté de circulation des capitaux. Et on arrive au point central que souleviez, c'est que la conséquence de cet acte unique européen, c'est l'adoption, une des conséquences, c'est l'adoption de la directive du 24 juin 1988, vous voyez, qui vient très vite après, qui est une directive fondamentale,
auquel l'économiste américain, professeur à Harvard, Raoul Abdelal, a consacré un livre majeur, qui n'est d'ailleurs toujours pas traduit en français, mais qui est un livre fondamental, Capital Rules, qui est un jeu de mots sur à la fois les règles du capital et le capital dirige, mène le monde, dans lequel il explique que cette directive explique très bien que la directive a provoqué la libéralisation complète de tous les mouvements de capitaux au sein de l'Europe, créant un espace unifié financier, mais en même temps imposé aux autres parties du monde, pour pouvoir continuer à commercer ou à échanger ou à avoir des relations de capital avec l'Europe, de procéder de même. C'est-à-dire, c'est la mise en œuvre du principe juridique erga omnes. On applique un principe qui vaut également pour soi, mais pour les autres. Et donc, ce faisant, nous avons, nous les Européens, et ce sont des socialistes, entre guillemets, français qui l'ont fait, Mitterrand, Delors, avec comme adjoint Lamy, Pascal Lamy, qui deviendra ensuite président de l'OMC. Hein. Ouais. Commissaire européen au commerce, puis directeur général de l'OMC. Il n'y a aucune coïncidence dans tout cela. C'est une succession logique d'événements et de décisions et de nominations. On décide donc de libéraliser complètement la finance en Europe et de facto, par ricochet, de provoquer cette libéralisation de la finance partout dans le monde. C'est le début de la globalisation financière. D'ailleurs, de manière extrêmement symbolique, mais comme disait Roosevelt, il n'y a pas de coïncidence en politique. La globalisation, le mot globalisation, apparaît dans un article de Theodore Levitt, qui est un grand professeur de marketing de Harvard, là encore, dans la Harvard Business Review, en mai 83. Il utilise pour la première fois le mot globalization, qui est un néologisme américain, qui ensuite est devenu chez nous, parce qu'on trouvait que le mot était plus joli et plus facile à mettre en bouche et qu'il était moins inquiétant, la mondialisation. En fait, c'est pas une mondialisation, c'est une globalisation. Bon, eh bien, les choses sont apparues au même moment, à ce moment-là. Et nous, les Européens et les socialistes, ce sont les responsables de la mise en branle de cette mécanique, qui n'a rien à voir, hein, comme on le dit très souvent, par facilité de langage ou par paresse intellectuelle avec l'élection de Thatcher en 1979 ou de Reagan en 80, pour une raison très simple, c'est que les Américains n'ont jamais eu cette vision du libéralisme. Pourtant, il y a quand même ce qu'on appelle l'école de Chicago, oui. Des économistes ils sont libéraux. Qui sont des inspirateurs de ces... Ils sont ultra-libéraux, mais les Américains ont une conception B2B, face à face des relations économiques, à laquelle d'ailleurs ils sont revenus très vite après, on l'a vu avec Trump, et Biden ne change rien à cela, c'est-à-dire, je suis la puissance la plus importante du monde. Bon. En quoi ai-je besoin de faire du multilatéralisme, c'est-à-dire, d'une certaine manière, de me lier les mains, si je peux négocier avec chacun de mes partenaires économiques, aussi importants soient-ils, mais même très importants, ils sont beaucoup moins importants que moi, beaucoup moins puissants que moi. Donc, cette vision multilatéraliste de la globalisation, c'est une vision typiquement française. C'est une vision qui renvoie d'ailleurs à notre héritage des Lumières, c'est-à-dire, c'est l'humanisme en marche, la raison, et donc il faut se mettre tous autour d'une table pour trouver un accord qui convienne à tout le monde. Les Américains ne procèdent pas comme ça. Quant aux Anglais, ils étaient bien trop, même si c'était un pays important, ils n'étaient pas assez puissants pour enclencher une globalisation à l'échelle de la planète. Donc ça s'est fait par l'Europe, qui était déjà une puissance importante et qui est devenue encore davantage numériquement, en termes de population et de PIB par la suite, et par le principe qu'elle a entraîné les autres masses continentales, à commencer par les États-Unis, dans ce mouvement, parce que les Américains se sont dit, bon bah, via l'OCDE, qui était à l'époque dirigé par un Français, encore, Chavansky, et le FMI était présidé par un Français aussi, ils se sont dit, bon bah, si les Européens veulent absolument libéraliser la finance et le reste, mais notamment la finance, et qu'ils nous demandent, bah, pourquoi pas, vous avez raison, pour Milton Friedman et pour les autres, c'est pas en soi un problème. De toute façon, quand ils ont voulu sortir de l'aspect multilatéral de la globalisation, eh ben, ils l'ont fait. Ils n'ont pas demandé l'autorisation. Et sur le libéralisme lui-même, bah, ma foi, ils étaient tout à fait d'accord. Mais cette vision-là, c'est une vision française. Ce sont les Français, le livre l'établit très bien, avec d'ailleurs, ce qui est très intéressant et très amusant d'une certaine manière, parce que ces personnes se sont fait d'une certaine manière piéger, c'est que vous avez évidemment il est allé interroger Delors et Lamy qui ont raconté toute l'affaire par le menu. Y compris avec ce côté un peu fanfaron de c'est nous qui l'avons fait. Voilà, c'est nous qui l'avons fait 20 ans après. De toute façon, personne ne va lire ce livre, ce qui aurait été le cas, enfin, sauf quelques personnes, mais et puis c'est le professeur d'Harvard, et puis bah, de toute façon maintenant c'est fait, c'est pas très grave. Mais quand vous lisez le livre, c'est absolument... la démonstration est implacable.
Alors, on voit bien ce mouvement de globalisation financière que vous avez bien décrit. Par ailleurs, nouveaux pauvres, exclus, perdants, baisers de la mondialisation, vous recensez les termes pour décrire les conséquences de la désindustrialisation qui est quelque part issue de cette globalisation. Vous dites aussi le refus de traiter sereinement le sujet de l'immigration. Globalement, vous décrivez une forme de suicide politique de la part des élites françaises. Vous expliquez ce machiavélisme inversé. Non, c'est pas un suicide des élites, c'est un aveuglement. Les élites dont vous parlez, qu'elles soient d'ailleurs de gauche ou de droite, c'est le cœur du problème. Qu'elles soient de gauche ou de droite, c'est le cœur du problème. On va y revenir dans quelques instants. Sont totalement aveuglées parce que pour elles, l'européisme, c'est-à-dire, j'utilise le mot sans qu'il y ait la moindre notion péjorative dans ce mot, c'est le mot du dictionnaire que vous trouveriez, le Robert, hein, c'est la vision politique qui considère que l'Europe est une finalité politique supérieure et qu'elle doit prévaloir sur toutes les autres. C'est un mot qui a été, non pas inventé, mais popularisé par Jules Romain dans les années 20, qui était lui-même un grand européiste, et qui ensuite a connu un certain développement. Mais donc cet européisme-là, comme pas mal parfois de positions politiques, est devenu ce que Aron appelle une religion séculière. C'est-à-dire qu'il y a des tables de la loi, il faut les respecter. Si on ne le fait pas, on est dans le péché. Il y a des clercs qui disent la règle, il y a des fidèles qui doivent la suivre, il y a des prophètes, il y a une vision terminale, une terre promise, qui en l'occurrence est l'État fédéral européen, les États-Unis d'Europe, pour reprendre la formule de Monnet ou de Olaf Scholz aujourd'hui. Il y a aussi des excommunications. Et il y a surtout une incapacité, enfin un décalage complet entre le discours et la réalité. Quand vous croyez en une religion, que le monde au quotidien et que la réalité humaine, économique, politique, etc. invalide votre croyance, n'a dans le fond aucune espèce d'importance, puisque vous n'êtes pas dans le domaine de l'analyse, de la conviction, de la démonstration, vous n'êtes pas dans le domaine de la raison, vous êtes dans le domaine de la croyance. C'est ce que disait Aron, donc une religion séculière. L'européisme est cela, comme le communisme l'avait été en son temps, d'où le jeu de mots de l'opium des élites et non pas des intellectuels. C'est la même chose. Les communistes de l'époque, les intellectuels communistes des années 50 ou 60, on pouvait leur apporter tous les jours la preuve que l'URSS était une immense perversion de l'idéal socialiste et que c'était un régime totalitaire, bafouant les libertés humaines, les droits de disposer d'eux-mêmes des peuples européens d'Europe de l'Est. On trouve toujours une explication, le petit père des peuples, on n'a pas tout compris, mais il est bien plus intelligent que nous, la visée terminale, qui est le bien commun, justifierait tout ça, enfin bon, toutes ces choses qu'on a comprises après, certains tôt, comme Aron, d'autres très tard, et pour certains même toujours pas comprises. Bon, l'européisme c'est ça, c'est une visée politique qui justifie tous les sacrifices. Donc, pour quelqu'un de gauche ou de droite, son engagement à gauche ou à droite, par rapport à cette visée-là, cette terre promise-là, devient secondaire. Ce faisant, et qu'est-ce qui se passe? La politique devient élaborée, si ce n'est exécutée, ailleurs, à Bruxelles, où sont établies et rédigées les directives, à Francfort, où siège la Banque Centrale Européenne lorsqu'on aura fait l'euro. Qu'est-ce qui reste aux États membres? Peu. Leur souveraineté a été largement entamée. Et par ailleurs, les gens qu'ils élisent régulièrement, notamment en France, font tous des discours volontaristes pour expliquer qu'ils vont remettre la France sur pied, la redresser. On semble entendre le début de cette campagne présidentielle dans ce que vous dites. De toutes les campagnes présidentielles depuis 40 ans. Et ça se termine toujours de la même manière. Chirac en 1995, Sarkozy en 2007, Hollande de manière encore plus catastrophique et flagrante en 2012, en fin de compte, non, je ne vais pas faire ça, je vais faire en réalité exactement l'inverse, c'est-à-dire je vais rester dans les cadres des critères de Maastricht avant qu'ils ne soient pulvérisés par la crise du Covid, je vais rester dans le cadre de la déréglementation du droit du travail et de la protection sociale parce que la directive de Bruxelles nous impose dans ce sens, dans les privatisations du secteur de l'énergie, des secteurs des télécommunications, de l'électricité maintenant, oui. Mais alors, et donc ça provoque quelque chose de très grave, c'est que pour les lecteurs normal, on va dire le lecteur central, c'est celui des classes populaires,
pour 40% des Français, mais le jugement vaut pour d'autres pays, mais ça a bien commencé en France et c'est très, très puissant en France. Bien, au bout d'un certain temps, vous vous dites, mais à quoi sert la politique si c'est toujours la même politique qui est appliquée? C'est l'alternance unique, comme dirait Michel, une formule très frappante, ou bien, comme dirait Thatcher, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Tina. Alors, à quoi est-ce que ça sert que je vote? Donc, abstention qui se développe, considérable. Et puis, évidemment, ensuite, je vais voter pour les candidats qui, eux, prétendent qu'ils feraient autre chose, c'est-à-dire qu'ils enverraient valser le système, en l'occurrence sortir de l'Union européenne, pour faire notre politique. Donc, développement, c'est une des raisons, c'est pas la seule, le développement de la montée de ce qu'on appelle l'extrême droite. Mais alors, Kevin Morel, vous n'êtes pas qu'un intellectuel, vous êtes aussi un acteur de la vie politique. Vous avez... J'ai essayé. Vous avez essayé, mais je veux dire, dans cette décomposition, vous êtes particulièrement sévère avec le président que vous avez servi, François Hollande. Vous résumez son quinquennat à mariage pour tous plus loi El Khomri. Et on a, si vous avez d'autres définitions, je suis preneur. Mais on a envie de vous dire, vous qui avez été son conseiller politique, qu'avez-vous fait? Vous êtes quand même un des inspirateurs du discours du Bourget. Oui, mais comme il ne nous aura pas échappé, puisque vous êtes un commentateur et un observateur sagace de la vie politique, le discours du Bourget n'a jamais été appliqué. C'est bien le problème. Par ailleurs, vous savez également que j'ai été chassé de l'Élysée dans des conditions parfaitement indignes, au bout de 2 ans d'exercice diablement difficile et terriblement frustrante de mes fonctions. Tout comme d'ailleurs Emmanuel Macron qui est parti 1 mois après moi, pour d'autres raisons, mais dans le fond les mêmes. C'est-à-dire, puisque vous vous intéressez à François Hollande, qui n'est pas un sujet ni politique ni personnel très intéressant, François Hollande, c'est la fin, c'est le dernier soubresaut. Mais en réalité, le responsable de cela, c'est François Mitterrand, pour la gauche. Mais Jean-Pierre Chevènement, dans ses mémoires qu'il a écrits l'année dernière, qui sont des mémoires vraiment excellents, formidables, un grand livre, fait ce calcul qui est très juste. Entre 1981 et 2017, pour l'essentiel, dans la période que j'explore dans le livre, puisqu'après on tombe dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est autre chose. La gauche a présidé et gouverné 24 ans sur ces 36 années, soit les 2/3. Donc déjà, mécaniquement, d'un seul point de vue quantitatif, elle porte, au minimum, les 2/3 de la responsabilité. Mais en réalité, toutes les mesures qui ont déstructuré la vie politique française, le fédéralisme européen est clandestin de surcroît, jamais expliqué, jamais assumé devant le peuple, si vous voulez, le fait d'avoir fait escamoter la question de l'immigration, d'avoir diabolisé dans un premier temps le Front National parce que c'était une manière commode pour Mitterrand de diviser la droite et de préserver son assise électorale. Et vous montrez que c'est depuis 1983 que ce Front National... J'y viens. Cette responsabilité-là, en plus des 2/3 du temps occupé au pouvoir, c'est celle de la gauche. Et la droite, sa culpabilité à elle est de quoi? Et de n'avoir jamais voulu s'inscrire en faux contre ces choix-là. Et qu'elle a toujours ratifié les choix faits par la gauche. Et notamment, en particulier, par Mitterrand. Et là encore, je vous l'ai dit tout à l'heure à propos je ne sais plus quel événement, mais Roosevelt l'a dit, il n'y a pas de coïncidence en politique. Mars 83, le tournant fédéraliste de Mitterrand. À partir de septembre 83, comme si le peuple français avait compris, sans qu'on lui explique, alors qu'on a cherché à lui dissimuler les choses, a compris ce qui s'était passé, vous avez la progression qui sera continue de ce qu'on appelle l'extrême droite, Front National et Rassemblement National. Et nous arrivons aujourd'hui, pour être dans l'actualité, dans cette situation incroyable où l'extrême droite le Rassemblement National était considéré comme faisant environ 20% des voix, ou peut-être un peu plus, un peu moins, enfin bon, aux alentours de ce chiffre-là, que Marine Le Pen a fait 21% en 2017, mais qu'elle a fait 34% au second tour de 2017, et aujourd'hui, si j'en crois les sondages, mais même imparfait, il reflète bien une part de la réalité politique et humaine du pays. Si on ajoute, pour reprendre les catégories des commentateurs patentés, l'extrême droite, le Rassemblement National, Marine Le Pen et Éric Zemmour, on est passé de 20 à 33. Et on nous annonce que si Marine Le Pen était au second tour dans 4 mois, à la date d'aujourd'hui, elle ferait 46% des voix. Et que le président de la République serait réélu, certes, mais avec 54. Il a fait 66 en 2017. Donc, on voit bien. C'est le tour de Jacques Chirac face à François Mitterrand en 1988. Ben, exactement. Donc, on voit bien,
comment le système politique continue à produire les mêmes effets, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors il y a un moment où les Français ont dit non, Oui. c'est 2005. On a l'impression que le peuple se réveille, donc c'est le non au projet de traité constitutionnel. Et vous décrivez là, sociologiquement, une césure entre ce que vous appelez les people from somewhere et les people from anywhere. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette césure? D'abord, cette formulation, vous voyez bien, elle est anglaise, ce n'est pas la mienne, c'est la formulation d'un journaliste, politiste anglais qui s'appelle David Goodhart, qui a écrit ce livre, qui sépare donc les gens de partout et les gens de quelque part. Les gens de partout, c'est les élites globalisées qui prennent l'avion, qui vont à Londres, à New York, qui se promènent, dont la vie est facile, qui ont un fort pouvoir d'achat et surtout qui, dans leur tête, ont un monde qui est le monde complet. Sans frontières. Sans frontières. Bon. Et puis, de l'autre côté, ils sont évidemment une minorité. On peut les mesurer, effectivement, environ 25% des voix. Ça tombe assez bien, c'est à peu près l'électorat d'Emmanuel Macron, en gros. Et vous avez par ailleurs la masse des gens qui sont, on va dire, qui habitent quelque part sur la Terre, en l'occurrence chez nous en France, un endroit dont ils peuvent difficilement s'extraire. Ils sont de certaine manière assignés à résidence, parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Donc ils ne peuvent pas aller loin, et ils vont en vacances en camping, dans la famille, en France, etc. Enfin, tout un univers qu'on connaît bien, qui est quand même la majorité des Français, parce qu'évidemment, il y a un problème à la fois de revenus, de pouvoir d'achat, mais même de représentation mentale de l'univers. Et vous avez d'un côté des gens qui maîtrisent leur vie, et de l'autre côté des gens qui, trop souvent, malheureusement, ont tendance à la subir. C'est ça, cette distinction. Bon, oui, l'évolution que nous avons connue au cours des 40 dernières années, avec notamment le fait que lorsque les people from somewhere, donc les gens de quelque part, qui sont les plus nombreux, s'expriment et emportent un scrutin, en l'occurrence le référendum sur le traité constitutionnel européen du 29 mars 2005, soit dit en passant, on retrouve le fédéralisme clandestin, puisque un traité constitutionnel, c'est pour établir une constitution. Une constitution, c'est normalement lorsqu'il y a un État. Parce qu'un État, logiquement, c'est qu'il y a un peuple. Bon, il n'y a pas de peuple européen, mais on veut quand même établir une constitution européenne parce qu'en fait, on veut faire un État fédéral européen. Le dit-on aux Français? Non, on leur dit, vous reprenez les débats des peuples, non, mais ce traité constitutionnel, c'est simplement une règle de copropriété dans un immeuble. Il faut bien qu'on ait un petit règlement intérieur pour savoir comment... Non, pas du tout. Le petit règlement intérieur, je ne me souviens plus du nombre de pages, mais c'est 700. Voilà. Mais dans la philosophie, c'est un petit règlement intérieur pour dire qui fait quoi, comme dirait Jacques Delors, et rien de plus. Non, c'était à nouveau une étape de fédéralisme clandestin, c'est-à-dire on ne dit pas là où on veut y aller, mais on y va. Parenthèse fermée, ce fédéralisme clandestin, les Français le décryptent. En 2005, ils se saisissent du débat qu'on leur propose, y compris avec beaucoup d'enceintes comme celle-ci, qui permettent d'échanger entre citoyens, etc. Les gens lisent le texte, c'est une énorme surprise pour tout le monde. Et, énorme surprise supplémentaire, le 29 mai, les Français votent non à 56%. Le 29 mai 2005, ils votent non à 56% des voix. Et les électeurs de gauche, probablement à 65% des voix, sur les enquêtes d'opinion. Que se passe-t-il? Le président Nicolas Sarkozy est élu en 2007, et immédiatement, avec la complicité active du premier secrétaire du Parti Socialiste de l'époque, François Hollande, il fait voter à l'Assemblée nationale en février 2008 le traité de Lisbonne, qui est la même chose que le traité constitutionnel européen, sous une autre étiquette. Donc on a fait sortir le fédéralisme par la porte, il revient, on le fait revenir par la fenêtre. Est-ce que c'est ça? Ça, c'est des événements qui provoquent la césure totale entre la masse des gens, les gens de quelque part, et la petite élite des gens de partout. Et alors, ce jeu de bonneteau, c'est ça que vous appelez le grand secret de la présidentielle? Non, le grand secret de la présidentielle, c'est une formule que en écrivant mon livre, j'ai lu énormément de choses. D'ailleurs, c'était pour moi extrêmement enrichissant, des livres, mais aussi beaucoup d'expressions écrites ou orales dans la presse quotidienne ou hebdomadaire ou à la télévision, etc. C'est une formule de Michel Barnier, qui, à la veille de l'élection de 2002, publie dans Libération un article qui s'appelle « Le grand secret de la présidentielle ». Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, voilà, il dit d'ailleurs un peu ce que je vous dis moi, hein, je viens de vous expliquer un instant, vous rappeler plutôt qu'expliquer, parce que chacun peut le saisir, il le dit lui à ce moment-là, on est à la veille de la présidentielle de 2002, il dit, écoutez, voilà, mes chers concitoyens,
vous vous apprêtez à voter pour le président de la République, vous croyez certainement élire un homme ou une femme, enfin disons un homme qui va faire ceci ou cela, donc qui prend des engagements auprès de vous et qui vous dit qu'il les tiendra, qu'il les mettra en œuvre, etc. En réalité, c'est faux. Parce que dans tel ou tel domaine, il les énumère, le pouvoir est déjà partagé avec l'Union européenne, donc ça ne se passera pas comme ça. Et lui, il le dit. À l'époque, c'est un européiste des plus impeccables, on va dire, hein, commissaire européen. Il sera ultérieurement, comme vous le savez, négociateur pour le Brexit, du Brexit pour l'Union. Il le dit, lui, il considère que c'est positif. C'est pas pour le dénoncer au sens de c'est très mal, il faudrait revenir sur ces situations. C'est pour dire c'est très bien, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons voulu. C'est faux, mais enfin, peu importe, on l'a fait en tout cas. On l'a pas voulu explicitement parce qu'on nous a jamais expliqué ce qu'on devait faire, mais enfin bon, on l'a fait. C'est très bien, c'est une très bonne situation. Donc, sachez-le. Ne vous imaginez pas, monts et merveilles, au moment de glisser votre bulletin dans l'urne au premier ou au second tour, parce qu'en réalité, les choses ne se passeront pas ainsi. Elles se passeront comme je vous les explique moi. Voilà. C'est ça le secret de la présidentielle. Ben, ce grand secret de la présidentielle, à part Michel Barnier qui l'a dit à l'époque en 2002, et moi je le cite et je l'utilise à nouveau dans ce livre, ben, ce grand secret, les Français l'ont compris. La classe politique ne leur a pas dit. La classe médiatique non plus, mais eux, ils l'ont compris. Il y a un autre personnage que vous citez, c'est Philippe Séguin, qui en 1992 aussi annonçait un certain nombre, on va dire, d'épisodes à venir. Oui, Philippe Séguin, avec courage et lucidité, va à l'Assemblée nationale au moment de la discussion sur le traité de Maastricht pour dire si vous adoptez ce traité, il se passera ci, il se passera ça. Mais il y a toujours des personnalités remarquables comme la sienne, qui si vous voulez, avertissent. Mais en réalité, à l'époque, personne n'entend ça. Et par ailleurs, Séguin est immédiatement catalogué comme un nostalgique, un frileux, qui se replie sur la nation France, qui n'a rien compris à l'évolution inéluctable du monde, qui conduira à une Europe merveilleuse, enfin, la terre promise. Alors, quand même, il a eu le débat avec François Mitterrand à la Sorbonne, où il a été présenté comme le premier opposant au traité de Maastricht. Oui, mais il y a deux choses qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que ce débat, c'est vraiment la première fois qu'on débat du sens de l'Union, et on est bien obligé de le faire, puisque je vous rappelle quand même qu'on va réviser la Constitution de la Ve République à cette occasion, qu'on est tenu de le faire pour adopter le traité, et que deuxièmement, on fait purement et simplement disparaître le franc. Donc on ne peut quand même pas faire ça sans avoir une explication devant les Français. Donc vous avez ce débat. Et par ailleurs, à l'époque, François Mitterrand est déjà très malade, chacun le sait, et on voit bien, on l'avait vu au moment du débat, et c'est encore plus flagrant si vous le revoyez, que Philippe Séguin ne lâche pas ses coups. Il conserve une espèce de forme de respect, et de distance dans le combat d'un président qui, pendant les coupures imposées, va se faire une piqûre d'antalgique majeure, dérivée de l'opium, de la morphine, compte tenu des souffrances qui sont les siennes et de la maladie qu'il affronte. Donc, c'est des circonstances très particulières. Mais pour en revenir à Séguin et à sa personnalité à la fois intelligente et très patriote et très lucide, vous avez un autre exemple, que je cite beaucoup dans mon livre, c'est Pierre Mendès France. Pierre Mendès France, le 18 janvier 1957, il monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour s'opposer au traité de Rome. Le traité de Rome. L'acte fondateur de la communauté, voilà. Qui sera signé le 25 mars suivant. 57. Il fait un diagnostic parfait de ce qui se produira après. Il dit, si vous adoptez ce traité, outre le fait que ça créera des problèmes économiques pour la France, parce que vous ne comprenez pas que le libéralisme du 19e siècle que vous introduisez par ce traité n'est pas à la mesure des enjeux de notre époque, par ailleurs, vous allez mettre en œuvre un engrenage, une mécanique qui va nous dessaisir de notre démocratie, et il en résultera, c'était le titre de mon livre précédent, une abdication de la démocratie. Car, dit-il, l'abdication de la démocratie peut se faire de deux manières, soit en déléguant les pouvoirs du peuple à une personne, c'est la dictature, soit en les déléguant à une structure technocratique qui, dit-il, sous couvert de gestion, finira par exercer le pouvoir politique. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, de certaine manière, Pierre Mendès France a été le premier noniste de gauche. Mais lui aussi, son discours a été complètement noyé dans cette forme de, comment dire, je sais pas, de discours
un peu de propagande comment dire, vous voyez, on va vers le bien, encore une fois, l'Europe c'est la terre promise, et bien il faut faire beaucoup de sacrifices pour y arriver, mais on y arrivera, sauf on n'y arrivera pas, en tout cas la terre promise, c'est-à-dire une Europe sociale qui protégerait les droits des travailleurs, qui relancerait, qui s'intéresserait à l'industrie, à l'économie, au chômage, etc. Enfin, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Et par ailleurs, cette Europe promise, en fait, c'est l'État fédéral européen, dont les peuples ne veulent pas. Le peuple français l'a dit en 2005, d'autres peuples l'ont dit à ce moment-là et après, mais c'est très difficile à faire entendre parce que les élites, droite et gauche confondues, et l'épisode de 2005 est frappant pour ça, puisque le peuple français, gauche et droite confondues, dit non avec un score élevé. 56% des voix, en démocratie, c'est très important. C'est un score très élevé. Hein. En 2007, dès que le président Sarkozy arrive à l'Élysée, il est de droite, il passe un accord avec François Hollande, qui est premier secrétaire du Parti Socialiste de gauche, je mets des guillemets aux deux formulations, et il décide maintenant de faire valider le TCE qui venait d'être rejeté par le traité de Lisbonne. Là, vous avez la preuve par 9, comme on dit à l'école. Alors, on est dans la galerie des personnages. Là, on était sur effectivement les opposants à ce mouvement de l'européisme. Il y a aussi ce qu'on peut appeler les héros de l'européisme, cette sorte de mystique dont vous avez parlé. Et là, j'aimerais que vous évoquiez un petit peu Jean Monnet. Jean Monnet que beaucoup admirent dans l'histoire de l'Europe. Vous en faites un portrait bien contrasté. Vous distinguez ce que vous appelez la curiosité du renard et la constance du hérisson. À quoi s'appliquent ces deux traits de caractère sur Jean Monnet? Non, alors j'ai pris cette formule parce que c'est une formule célèbre du philosophe anglais Isaiah Berlin, qui la reprend lui-même, c'est un vers grec d'Archiloque qui dit le renard qui fuirait de partout, c'est beaucoup de choses, mais le hérisson qui lui avance toujours droit devant lui, c'est une grande chose. Pour distinguer les deux types humains qu'il voit dans la nature, c'est-à-dire les gens qui sont des gens curieux, qui aiment découvrir, peut-être voyager, en tout cas qui ont une intelligence, on va dire, d'exploration et multiforme, et puis des gens qui tracent un sillon, qui ont une idée, qui s'y tiennent et qui avancent toujours dans la même direction. Jean Monnet était un hérisson. Jean Monnet a toujours, d'un point de vue politique, a toujours été un partisan, et en cela il faut lui rendre un hommage. Partisan parfaitement déterminé, mais surtout assumé de l'État fédéral, des États-Unis d'Europe. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les États-Unis d'Europe ont commencé », et il présidait le comité français pour les États-Unis d'Europe, donc il ne s'est jamais caché. Monnet, c'est un grand mérite qu'il faut lui reconnaître, même si on combat sa vision politique, ce qui est mon cas. Monnet est mort, enfin peu importe. Si je l'aurais combattu, si j'avais été à l'époque en mesure de le faire, et je le ferai aujourd'hui s'il était encore vivant, n'a jamais dissimulé son fédéralisme. C'était pas du fédéralisme clandestin. Il assumait ses positions. Mais d'où lui vient parce que bon, Jean Monnet a travaillé aux États-Unis, on ne sait pas quelles sont ses influences. D'où vient cette idéologie? C'est difficile de le savoir. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de Jean Monnet. J'ai lu la biographie de Jean Monnet par Roussel, j'ai lu tout un tas de travaux qui ont été rédigés sur lui, donc il s'en dégage quand même, ce que vous dites, c'était un portrait contrasté. Pourquoi? Je répondrai sur votre question de savoir d'où vient son idéologie, mais à supposer qu'on puisse le déterminer, ce qui n'est pas certain. Portrait contrasté, parce que d'abord, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que nous avons une vision de Jean Monnet, l'homme qui est derrière Schuman lors de la déclaration de l'horloge du 9 mai 50, l'homme qui va présider la communauté européenne du charbon et de l'acier, etc. Mais Jean Monnet est né en 1888. Donc, à cette époque-là, il a 62 ans. Et toute sa vie professionnelle, personnelle, est déjà largement derrière lui. Et sa première partie de sa vie a consisté à quoi? C'était selon les témoignages dont on dispose, c'était pas comme disent ses biographes, c'était pas un lycéen très motivé, c'était pas un très bon élève, les études ne l'intéressaient pas, c'était le fils d'un négociant en cognac assez important de la Charente. Donc on l'a envoyé, comme le fils de bonne famille qu'il était, à Londres, pour apprendre l'anglais, pour se frotter un peu à la vie, et pour représenter les intérêts de la maison de Monnet de Cognac là-bas. Et apparemment, il a
il s'est forgé à ce moment-là. D'abord, je pense que cette expérience à Londres a été décisive pour lui. Après, il est parti au Canada, puis aux États-Unis, puis en Chine, en Russie, où il a rencontré sa femme, etc. Enfin bon, c'est un homme qui s'est construit par la vie internationale et la vie, d'abord, du commerce, puis la vie financière, car Monet a été un banquier et un investisseur international. C'est ainsi qu'il a fait fortune, assez net, hein, il avait un train de vie quand même très élevé, et c'est ainsi qu'il s'est probablement forgé ces convictions que vous évoquez. Et par ailleurs, il avait connu, pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait occupé des fonctions importantes d'organisateur du ravitaillement des puissances alliées, dans les deux cas. Donc c'était un homme qui envisageait les choses de manière extrêmement concrète, très bon organisateur effectivement, très persévérant, très méthodique, et avec une vision des choses qui était très arrêtée. Et ce qui apparaît à peu près clairement, c'est qu'il s'est forgé une idée du monde, somme toute assez classique pour ce genre d'époque et pour ce genre de personne qui va être européiste, c'est-à-dire en fait le monde est déjà, et sera encore à l'avenir davantage, organisé en grands continents. Le continent n'étant pas seulement dans cette vision une masse géographique, mais étant une masse humaine, démographique, économique et même culturelle, civilisationnelle si vous voulez. Et donc, là-dedans, il y a les États-Unis d'Amérique, probablement la Chine qu'il connaissait, puisqu'il avait travaillé là-bas, et il s'est dit, ben, l'Europe, en fait, ça n'existe pas autrement que sous la forme, ça ne peut pas exister autrement que sous la forme d'un État-nation, ou un État européen, fédéral, et là-dedans, la France, elle est trop petite et trop insignifiante, trop anecdotique pour pouvoir avoir une réalité et une vitalité et un avenir seul. Je rappelle, et c'est loin d'être anecdotique, qu'il a été un opposant, mais farouche, du général de Gaulle. Il écrit en 1943 à Eisenhower, à Roosevelt, pardon, qu'il faut, c'est écrit, il faut éliminer le général de Gaulle. Alors, sous sa plume, c'est une élimination politique. Oui. Mais il dit c'est un danger pour la France et pour l'Europe, il faut éliminer politiquement le général de Gaulle. On voit bien que pour lui, cette forme de nationalisme-là était le mal absolu. Et l'homme de commerce qu'il était, ou des choses pratiques que vous évoquez, bah, du coup, incitera l'Europe à se créer par le commerce, par le charbon et l'acier. Oui, alors, oui, lui, il avait une vision qui était de dire, commençons ainsi. Mais attention, on réécrit l'histoire de ce point de vue-là. D'abord parce que quand Monet, avec Schuman, crée la communauté européenne du charbon et de l'acier, ils l'inscrivent dans un discours qui est un discours ouvertement fédéraliste. Hein. Le Carson Schuman 9 mai 50, c'est etc. Bon, on va aller vers une intégration européenne. Et à l'époque, Monet dit tout de suite, c'est la première étape d'un État fédéral. Donc c'est quand même emboîté dans une vision politique. Et je vais y revenir dans un instant. Et par ailleurs, aujourd'hui, le charbon et l'acier, ça nous paraît complètement extravagant, parce qu'on vit extravagant, sans importance, parce qu'on vit dans un univers qui n'a plus rien à voir. Ça serait le pétrole d'aujourd'hui. Beaucoup plus que ça, ça serait l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Ça serait le cyber d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, le charbon et l'acier, on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est les chars, les canons, les avions. Et c'est la reconstruction de l'Europe, donc c'est extrêmement important. Et on voit bien d'ailleurs que c'était vraiment déjà une vision fédéraliste, dans le fait que dès que la communauté européenne charbon et de l'acier, dès que la CECA est créée et présidée par Monet en 1951, qu'est-ce qui arrive? Immédiatement, eh bien, le projet de communauté européenne de défense et de communauté politique européenne de 1954. Qui sera rejeté par la France. Qui sera rejeté par la France, mais qui était là ouvertement l'étape suivante de fédéralisme. Si vous voulez, c'était le grand soir fédéraliste. On va commencer la création de l'État fédéral européen par la mise en commun et la gestion supranationale des deux ressources principales de l'économie de l'époque et de surcroît des industries d'armement. Et on va créer immédiatement, on va attaquer les États-nations immédiatement dans leurs prérogatives les plus régaliennes. La politique étrangère, c'est la CPE, la Communauté politique européenne, et la défense, les affaires étrangères, la Communauté européenne de défense. Donc on y va franco. Là encore, on ne se dissimule pas. Et c'est en raison de cet échec, puisque l'Assemblée nationale française va repousser en août 1954 les deux projets, de CED et de CPE, en raison de cet échec, que les fédéralistes vont dire, bon bah, très bien, nous avons compris, ce grand soir-là sera une illusion, c'est impossible, passons sous les radars,
et créons la communauté économique européenne par le traité de Rome. Et là, on passe à une nouvelle étape historique de la construction européenne. Fini la flamboyance du grand soir fédéraliste, on va faire les choses, comme disait Monet, par les petits pas, oui, et par les engrenages. Et par les engrenages successifs, pour reprendre les mots que lui-même a forgés. Hein. Les petits pas, l'engrenage. L'engrenage, c'est je gagne un petit cliquet, mais le retour en arrière est impossible et je prépare le cliquet suivant. Et cette méthode d'engrenage, elle sera totalement assumée par Jacques Delors. Vous lisez ses mémoires, il les reprend parfaitement à son compte, de manière tout à fait claire, en disant oui, c'est de l'engrenage. On obtient d'abord un petit peu, c'est la fameuse image de vous glissez la main et le corps entier finit par y passer. Alors, quand on parle de fédéralisme, il faudrait quand même bien y regarder, parce que le budget de l'Europe ne pèse que 1% du PIB européen, alors qu'aux États-Unis, c'est 25% pour l'État fédéral américain et 10% dans le cas de l'Allemagne fédérale. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'agiter un petit peu la peur, alors qu'on est aussi loin des États fédéraux? Non. Le critère que vous évoquez là, enfin que vous exposez, qui est un critère qui a tout à fait du sens, hein, vous prenez le cas des États-Unis, enfin c'est un cas un peu, on va dire, parfait, mais si vous prenez par exemple la République fédérale allemande, c'est un État fédéral, le budget fédéral fait environ 11%. Donc c'est beaucoup moins. Et on est à 1%, mais ma foi, tant mieux. Mais il y a plusieurs manières d'aller faire le fédéralisme. Ça, c'est le fédéralisme budgétaire. Mais il y a le fédéralisme, par exemple, de la monnaie. Nous avons créé une monnaie fédérale. L'euro s'est substitué à à 19 des 27 monnaies nationales. Donc il n'y a plus de francs. Donc nous avons abandonné une part de ce qui fait la souveraineté depuis toujours des États. Et puis il y a le fédéralisme juridique qui joue un très grand rôle. En ce moment, on est au cœur de la polémique. On en parle enfin. La Cour de justice de l'Union européenne est au cœur d'une polémique, hein, puisque elle va fêter l'année prochaine ses 70 ans, et aujourd'hui, la Pologne, la Hongrie remettent en cause... Mais pas que la Pologne et pas que la Hongrie. Ça, c'est la partie, si vous voulez, médiatique qui permet aux fédéralistes et aux européistes de désigner, de faire haro sur le baudet. Mais disons un mot, parce qu'après je voudrais parler du fédéralisme le plus important à mes yeux, et qui, malheureusement, peut être en train de s'annoncer. Mais le fédéralisme juridique, la Cour de justice des communautés européennes, puisqu'à l'époque c'était la communauté européenne, les communautés européennes, et non la Cour de justice de l'Union européenne qu'elle est devenue depuis. À l'époque, elle a été, par le traité de Rome, elle a été prévue pour faire quoi? Elle a été faite... C'est par la CECA, oui, donc... C'était le fait de réguler... Non, c'était fait pour... C'est le traité de Rome qui l'a prévu. C'était fait pour régler les différends entre la communauté européenne et les États membres. Point. Par deux jurisprudences, Von Gent and Law en 1963 et Costa versus Enel en 1964, très rapprochées l'une de l'autre, la Cour de justice, donc, à l'époque, personne n'a prêté attention, pas même le général de Gaulle, c'est vous dire, n'a prêté attention à ces deux jurisprudences, a décidé que, alors que ce n'est absolument pas dans le traité de Rome, qu'elle était dépositaire de l'intérêt général européen, que cet intérêt général européen, c'était à elle de l'interpréter, et qu'elle l'interprétait dans le sens du fédéralisme, et que donc désormais, elle avait décidé, construction juridique, mais complètement autonome et prétorienne. Il n'y a aucun peuple qui lui a demandé de le faire, aucun traité qui prévoyait cela. Elle a décidé que, ma foi, désormais, le droit européen, celui des traités, le droit dérivé, les directives, etc., les règlements, mais aussi le droit jurisprudentiel, c'est-à-dire celui qu'elle va prononcer, elle, par ses arrêts, s'imposerait aux États. En application directe. En application directe. Et cela, encore une fois, une sorte de coup de force juridique, comme a écrit le grand juriste allemand Dieter Grimm, qui a été un membre éminent du tribunal constitutionnel de Karlsruhe, la Cour suprême allemande, sans aucune autorisation de le faire. Et puis, voilà, ça s'est fait progressivement, comme souvent dans ce genre de choses, de manière insidieuse, personne n'a prêté attention, jusqu'au jour où on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait quelque part à Luxembourg 27 juges, puisqu'on est 27 maintenant, qui se réunissent et qui peuvent décider que ceci va s'appliquer ou que cela ne s'appliquera pas. Mais la résistance... Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les écoles, dans les facultés de droit, tout le monde apprend cette hiérarchie des normes où effectivement le droit européen est supérieur au droit constitutionnel des États. Il ne l'est pas.
il ne l'est pas. Et c'est là où j'en viens à la résistance, c'est qu'on agite la Pologne ou la Hongrie pour, vous voyez, comme si ce sont présidés en plus par des hommes, on va dire, illibéraux ou populistes, entre guillemets, enfin des gens peu recommandables, et peu recommandés d'ailleurs par la presse. On vous dit, en fait c'est ça, mais non. La première instance qui s'est érigée contre cette intrusion du droit européen via la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, en Allemagne, qui a dit à plusieurs reprises, tant que l'Europe ne sera pas un État fédéral, et elle ne l'est pas, vous devez préserver la constitution des États, premièrement. Et en France, plusieurs autres États que je connais moins bien qui en sont allés dans ce sens, mais en France, le Conseil constitutionnel, dans une première décision en 2010, et là, tout récemment, le 15 octobre dernier, a dit il existe une identité constitutionnelle française qui ne peut pas être enfreinte, ne peut pas être rognée, entamée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, la question, c'est pas une question, la Pologne, les méchants Polonais versus les gentils juges de Luxembourg, ou les méchants illibéraux contre la gentille Union européenne. C'est un problème qui se pose à tous les États membres de l'Union. Et que le Conseil constitutionnel, en France, est en train de régler à l'image du tribunal constitutionnel de Karlsruhe, en disant, en mettant une ligne rouge au-delà de cette limite, vous ne pouvez pas aller. Et cette limite est définie par le traité de Lisbonne, non. l'article 5. Non. Enfin, le rapport entre... Non, ça c'est le rapport entre les compétences de l'Union et les compétences des États membres. Ce qui d'ailleurs, c'est un point très important, vous avez raison de soulever, parce que cet article 5 qui est fondamental n'est jamais appliqué. Oui, ce que je crois que vous demandez dans votre ouvrage, c'est la stricte application. La stricte application. Il prévoit des prérogatives pour l'Union, des prérogatives partagées entre les États membres de l'Union, et des prérogatives d'appui dans lesquelles l'Union peut, le cas échéant, si c'est nécessaire, si les États lui demandent, intervenir. C'est dans la pratique ce que j'ai appelé la doctrine Khrouchtchev pour la Commission européenne. Tout ce qui est à nous est à nous, tout ce qui est à vous est négociable. Donc c'est systématiquement les compétences de la Commission, il n'est pas question d'y toucher parce que c'est à nous, mais les compétences des États membres, on va bien voir, et en fait on va vous les prendre au fur et à mesure. Mais ça c'est les compétences. Mais au niveau du droit, ce que dit le Conseil constitutionnel, ce que dit le tribunal de Karlsruhe, c'est il y a dans la Constitution des choses que vous ne pouvez pas atteindre. Il y a une identité constitutionnelle française et une identité constitutionnelle européenne. En fait, ce qu'ils veulent dire par là, on voit bien que c'est un débat de juriste, mais qui est un débat éminemment politique, c'est il y a une identité nationale à laquelle vous ne pouvez pas toucher et qui est inscrite dans notre Constitution. Et il y a des prérogatives dont vous ne pouvez pas vous saisir via la jurisprudence. Si les États vous les consentent, par traité, très bien, c'est autorisé par la Constitution. Mais si vous n'avez pas le droit de les prendre, comme c'était le cas jusqu'à présent, par le fait que vous vous réunissez à 27 et que vous décidez que ceci ou cela va s'appliquer. Et l'exemple dernier, c'est l'exemple du 15 juillet 2021, la Cour de justice de l'Union européenne décide que la directive européenne de 2003, relative au temps de travail, va s'appliquer aux forces armées. Quand elle dit aux forces armées, elle veut dire aux forces armées françaises, parce que depuis le Brexit, il n'y a pas de pays en Europe qui ait une force armée véritable, disposant de la force de frappe, capable de se projeter à 3000 km, comme nous sommes capables de le faire quand nous décidons d'aller au Mali, etc. La France est le seul pays en Europe capable de le faire. Et là, on va expliquer, la Cour de justice explique que les 35 heures, le repos compensatoire, toutes ces choses-là vont s'appliquer, alors donc devraient s'appliquer aux sous-mariniers français, aux aviateurs, aux fantassins et aux marins. Alors qu'on est au cœur du régalien. On est au cœur du régalien. Et j'en viens là, merci beaucoup de me le rappeler, à la quatrième dimension du fédéralisme, qui n'est pas forcément que budgétaire, celui que vous évoquiez au début, c'est le fédéralisme de s'attaquer directement aux prérogatives. Monsieur Scholz, que nous évoquions tout à l'heure, qui demain, dans 3 jours, sera chancelier allemand, il disait, avant de l'être, il y a 1 an, je suis favorable à ce que le siège de la France, de membre permanent au Conseil de sécurité, appartienne à l'Union européenne. C'est du fédéralisme pur. Et qui ne suppose pas que le budget européen passe de 1% à 3% ou à 25% ou à 10%. Et pourtant, si nous y accédions à cette demande, nous serions dessaisis de ce qui fait l'essentiel aujourd'hui de notre souveraineté politique. Et vous avez une expression imagée, c'est combien de doigts pour appuyer sur le bouton. Ça c'est pour montrer le caractère tout à fait irréaliste
de cette vision. C'est une formule vraiment très frappante et glaçante de Régis Debray, pour montrer à quel point l'idée d'une souveraineté européenne est totalement absurde, parce que qui dit souveraineté dit pouvoir de décision en dernier ressort. C'est-à-dire à la fin de la fin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide. Et en démocratie, la souveraineté, c'est le souverain qui l'exerce, et ce souverain ne peut être en démocratie que le peuple. Or, il n'y a pas de peuple européen. Il y a 27 peuples qui décident de collaborer ensemble. Alors, imaginons que demain, on accède à la demande de M. Scholz, le siège de sécurité, le Conseil de sécurité, mais aussi ce qui va avec, on mutualise, ce qui va avec, la force de frappe. Combien de doigts sur le bouton nucléaire? 27, 12, 15, 7, 4, 3, même 2, ce serait impossible. Il ne peut y avoir qu'un seul. Un seul. Donc c'est là où on voit la folie de l'engrenage fédéraliste. Et pourtant, en 2022, Ursula von der Leyen indique que l'année 2022 sera celle de l'Union européenne de la défense. Charles Michel, le président du Conseil européen, a déclaré que 2022 sera l'année de la défense européenne, dans le cadre de la boussole stratégique. Est-ce que, quelque part, avec le retrait relatif de l'OTAN, qui, selon Emmanuel Macron, est en état de mort cérébrale, on ne sent pas le besoin d'une défense européenne? Mais que l'on ait besoin de produire ensemble du matériel de guerre, des avions, des chars, des hélicoptères, ça, et qui soit, comme on dit, interopérable, qu'il y ait une interopérabilité entre les matériels également nationaux qui subsisteraient. Très bien. Qu'on essaye de discuter pour coordonner nos visions aux 27 de la politique étrangère et des enjeux de chacun. Très bien. Mais l'idée d'une défense commune, c'est-à-dire de soldats européens qui appliqueraient une politique étrangère et militaire commune, est non seulement absurde, mais terriblement dangereuse. Valéry Giscard d'Estaing, encore peu avant sa mort, en soulignait le caractère totalement, non seulement chimérique, mais d'une extrême dangerosité. Enfin, aujourd'hui, nous avons le problème, un des problèmes qui se pose à l'Europe, est le problème des vagues migratoires et de la frontière entre la Pologne, qui est aujourd'hui la frontière orientale de l'Europe, et la Biélorussie. Et la Biélorussie. Mais est-ce que vous pensez que la vision qu'ont les Polonais et les responsables politiques polonais de la Russie, des États-Unis, de cette OTAN que le président Macron a décrite comme étant un état de mort cérébrale, vous croyez qu'elle est partagée par le Portugal, la France, l'Italie et même l'Allemagne? Mais pas du tout. Alors comment ferait-on dans ces cas-là? Qui déciderait? Une espèce d'empereur européen, le président ou la présidente de la commission qui, toute seule, après avoir écouté vaguement les 27, dirait, bon, en fin de compte, j'ai décidé qu'on va attaquer la Biélorussie parce qu'il faut qu'on défende notre flanc Est. Mais enfin, vous voyez que ça n'a pas le sens commun. Aujourd'hui, j'écoutais ce matin cette information, comme vous probablement, on dit que, depuis plusieurs jours déjà, on décrit qu'il y a des mouvements de troupes considérables de Russes en Ukraine. Peut-être une menace d'invasion, une espèce de répétition du scénario de 2014. Et alors, dans ce cas-là, on déciderait à 27, avec des avis aussi divergents par rapport à cette question, parce qu'évidemment un Polonais ne peut pas raisonner encore une fois comme un Italien par rapport à cette question, qu'on va aller faire la guerre aux Russes. À un moment donné, il faut être sérieux. Il y aura une armée européenne, avec un général en chef européen, le jour où il y aura un président européen qui donnera des instructions, c'est-à-dire le jour où il y aura un peuple européen. Ce jour-là, ce jour où dans la marmite européenne, on aura réussi, si les fédéralistes y parviennent, à dissoudre les nations européennes pour n'en former qu'une seule, la métanation ou la supernation qu'évoquait José Ortega y Gasset dès les années 20, ce jour-là n'est pas arrivé, il ne sera pas de ce siècle, ni probablement du suivant. Donc il faut être simplement, là pour le coup, vous voyez le caractère totalement fantasmatique, enfin, caractère religieux de la chose. Et ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir travailler ensemble à construire si vous voulez, des approches communes de problèmes qui peuvent se poser de manière commune aux 27 États. Mais ça ne peut pas se faire pour tout. Et ça ne doit pas se faire pour tout. Et ça ne pourra pas se faire pour tout. Alors, il y a un aspect sur lequel
vous célébrez, on va dire, une forme de convergence ou d'existence de l'Europe, c'est ce que vous appelez la civilisation européenne. Cette civilisation européenne, vous faites référence à Braudel, à cette compréhension profonde de nos racines, et aujourd'hui vous la caractérisez, vous la résumez par trois expressions: l'État-nation, l'État de droit et l'État-providence. Dans cette civilisation européenne, la notion de frontière est essentielle, et là aussi Régis Debray en a parlé. Au nom de ce principe-là, des frontières et de la civilisation européenne, étonnement, dans votre ouvrage, vous souhaitez encore élargir l'Union européenne. Non, je ne le souhaite pas. Je dis qu'il faut être cohérent. Et il faut quand même mais je reviendrai après sur la notion fondamentale de civilisation. Mais puisque vous m'interrogez sur l'élargissement, il faut être cohérent. Enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est une vertu politique cardinale. Et il faut s'efforcer de l'être. On a décidé, sans vraiment consulter encore une fois les peuples, d'élargir l'Europe de manière considérable, de passer de 15 à 25, puis à 27 à 28 en 10 ans, 95-2005, puis 2007, puis 2008, sans discussion véritable, sans expliquer pourquoi on demande, on accepte tel pays, on n'accepte pas celui-là. Et en réalité, parce que c'était une demande pressante de l'Allemagne, qui avait envie de se constituer sur son flanc oriental un hinterland, de pays avec lequel elle commerçait déjà beaucoup, et dont elle voulait faire si vous voulez, une base arrière de sous-traitants à bas coût, permettant de renforcer encore la compétitivité de son économie. On l'a fait, le président Chirac était très allant sur cette question. On a déguisé ça comme toujours avec des bons sentiments. C'était la réunification de l'Europe, d'une Europe qui n'a jamais été unifiée. Hein, jamais. Comme disait Le Goff, c'est pas parce qu'on va réunifier l'Europe, c'est parce que ces pays font partie de l'Europe du point de vue de la civilisation. On y reviendra. Et donc, on est passé ainsi de 15, encore une fois, à 25, 27. D'un coup. Oui. Très rapidement, oui. Très rapidement. Et on a laissé des trous dans la raquette. Toute la zone des Balkans, mais pourquoi pourquoi est-ce que la Croatie serait membre de l'Union et pas le Monténégro? Ce sont des pays qui étaient en guerre dans les années 90. Non, mais ils ne le sont plus. Ils ne le sont plus. Il y a donc une forme de cohérence à dire, oui, bah, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo et l'Albanie, qui sont comme ça complètement isolés dans les Balkans, bah, ça serait assez logique. En termes de civilisation. En termes de civilisation. Moi, je veux dire, je n'étais pas partisan d'un tel, je n'aurais pas été partisan d'un tel élargissement. Il a été fait. Et ceux qui l'ont voulu maintenant, C.F. Jacques Delors, dans ses mémoires, et dans le livre qu'il a écrit avec Cécile Amar, dit on a certainement été imprudent et beaucoup trop rapide, on aurait dû prendre beaucoup plus de temps pour faire adhérer ces pays. Moi qui le dit, c'est lui. Bon, et c'est lui qui a conduit en partie ce mouvement. Bon. Donc, je dis simplement pourquoi, si on raisonne en termes de civilisation, qui me paraît la seule définition correcte et valable hier, aujourd'hui et demain de l'Europe, pourquoi laisser un tel trou dans les Balkans? Tout comme d'ailleurs je pose la question par principe, même si elle est déjà réglée dans les faits. La logique voudrait qu'on propose à la Suisse. Mais la Suisse a tellement d'accords, si vous voulez, de gré à gré avec l'Union européenne que de toute manière, c'est comme... De facto, c'est comme s'il était déjà. Elle n'y est pas, mais par elle est neutre, etc. Bon. Et elle a toutes les relations économiques et financières qu'elle souhaite avec l'Union et commerciale. Donc, voilà. L'affaire adhérer serait une espèce de parachèvement. De parachèvement, mais ça ne changerait pas grand-chose. Donc, on devrait, objectivement, se poser la question. Donc moi, je dis simplement, il faut se poser la question. On peut pas, et d'ailleurs, la question est posée, puisqu'il y a 3 de ces 6 pays qui sont déjà, ou 4, qui sont déjà candidats à l'adhésion. Donc ils veulent, ils sont logiques. Ils disent pourquoi la Croatie et pas moi? Pourquoi la Bulgarie et pas moi? Pourquoi sur le flanc ouest? Pourquoi pas, et sur le flanc est et pas au milieu? Donc à un moment donné, sur les Balkans, il faut être à la déclaration de Thessalonique, le dit bien d'ailleurs, ils ont vocation à rentrer dans l'Union. Bah, ça n'est pas absurde. Donc moi, je n'aurais peut-être probablement pas, si j'avais été président de la commission à l'époque, je n'aurais probablement pas proposé un élargissement de cette manière, mais il a été fait. Dans ce cas-là, il faut être assez logique pour dire cette partie-là a vocation à entrer dans l'Union, ou alors il faudra trouver comme de très 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 bonnes raisons pour refuser. Bon, et par ailleurs, l'unité, ce qui explique ce raisonnement que je vous dis, c'est évidemment la question de la civilisation. Or, la civilisation européenne
c'est probablement la plus belle du monde. La plus généreuse, la plus rayonnante et la plus extraordinaire parce qu'elle est fondée sur un double niveau. Elle est fondée sur des cultures nationales admirables, magnifiques, qui nous ont donné ces génies et ces chefs-d'œuvre que nous lisons, que nous regardons, ou que nous écoutons au théâtre autant que nous le pouvons, et par ailleurs, qui ont été dépassés, rassemblés par des mouvements spirituels, artistiques, qui nous sont communs. Le romantisme, le surréalisme, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qu'on a dans le classicisme, tout ce qu'on a dans notre fond culturel commun. Donc c'est une articulation à deux niveaux qui est tout à fait extraordinaire. Eh bien, ce qui est stupéfiant, et encore une fois, c'est ce qui nous rassemble réellement. Eh bien, ce qui est stupéfiant, c'est que jamais les européistes professionnels à la commission ou de conviction ne parlent de la civilisation européenne. Ils parlent toujours d'économie, de finance, de commerce, d'extension sans savoir pourquoi, etc. Mais je ne parle jamais de la civilisation. Ils ne vous disent jamais qu'ils vont la défendre. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que lorsqu'ils ont procédé à ces élargissements successifs, et que nous avons créé l'espace unifié par l'accord et la convention de Schengen, ils n'ont jamais pensé à protéger les frontières extérieures de l'Union. La seule chose qui était fondamentale pour eux, c'était la circulation des personnes et des biens et des finances au sein de l'Union, enfin de la communauté puis de l'Union. La protection, non. Mais ce n'était pas seulement une preuve de naïveté d'imaginer dans le monde dans lequel nous sommes amenés à évoluer. C'est une vision idéologique, c'est-à-dire que de toute façon, pour faire cela, et d'ailleurs c'est toujours ce à quoi se refusait la Commission, il faudrait dire qui est européen. Or, dans les textes européens, on refuse de dire qui est européen. On dit tout État qui est européen, sans dire ce que ça veut dire, et qui veut adhérer a vocation à l'être. Alors, on va jusqu'où comme ça? Jusqu'à Vladivostok? Une autre illustration de ce que vous dites, c'est le billet de banque. C'est une illustration malheureuse et bien connue maintenant, mais qui montre bien la vision qu'ont les fédéralistes, les européistes, qu'ils soient en l'occurrence à Francfort ou à Bruxelles. On a une civilisation extraordinaire. Dans tous les États, partout où il y a une monnaie, les billets de banque portent des effigies de personnalités ou de monuments qui permettent de s'identifier à l'État dont la monnaie est la traduction la plus tangible, la plus quotidienne. Bon. Nous, au moment de passer à l'euro, au lieu de mettre sur nos billets la Piazza del Campo à Sienne, le Louvre à Paris, Buckingham Palace, les Anglais n'étaient pas dans l'euro, mais je ne sais pas quel bâtiment, le château de Schönbrunn en Autriche, ou enfin, ce qui nous rassemble, ou la figure de Dante, celle de Shakespeare, de Victor Hugo. Non, on prend des structures anonymes totalement, des passages, des ponts, des fenêtres, qui sont censés, j'imagine, symboliser l'union entre les peuples, l'ouverture d'esprit, etc., mais qui prouvent bien qu'en réalité, il n'y a aucune chair et aucun esprit là-dedans. Et qui montre bien que la civilisation européenne n'est pas la préoccupation des fédéralistes. Ce qui est une faute politique, une faute contre ce que nous sommes, qui est absolument à la fois terrible et, d'une certaine manière, incompréhensible, ou, si vous préférez, parfaitement compréhensible. Alors, Guillaume Morel, vous êtes à l'occasion de cette campagne présidentielle, vous avez lancé cette réflexion importante, fouillée, et on n'a pas pu aborder tous les aspects de cet ouvrage. Comment pensez-vous que les candidats vont répondre à cette interpellation, à ce pavé dans la mare? Avez-vous aujourd'hui un candidat qui réponde au thème que vous soulevez? Moi, j'ai écrit ce livre, effectivement, à la fois pour des raisons personnelles, et puis aussi, comme vous le dites à juste titre, pour d'une certaine manière, provoquer un débat. Parce que, encore une fois, le problème de la France et de l'Europe, de cette France-Europe, comme je les ai appelés, c'est-à-dire ce corps politique nouveau qui résulte de l'intrication très 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 étroite de notre pays et de l'Union européenne, de cela on discute en réalité très peu. Et de l'avenir, des perspectives politiques et institutionnelles de cet ensemble-là, on discute très peu et pas assez du tout. Or, comme la présidentielle qui arrive ne doit pas être à nouveau l'illustration de ce que Michel Barnier appelait le grand secret de la présidentielle, c'est-à-dire on parle de tout sauf de ce qui est réellement important. Donc c'est le sens de ce livre. Alors, pour répondre à votre question,
Moi, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'espère? J'espère et j'attends que ce débat se noue. Et j'espère et j'attends que les différents candidats prennent position sur ce sujet. Clairement, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Que ceux qui sont fédéralistes, parce qu'il y en a en France, le disent. Disent ouvertement, nous voulons aller vers ce que M. Scholz réclame, c'est-à-dire un État fédéral européen. Ou bien l'inverse, qui disent non, nous n'en voulons pas. Et que dans les deux cas, ils disent pourquoi. Et surtout qu'ils le disent aux Français, qu'ils éclairent ceci, qu'ils leur apportent ce que doit faire normalement un responsable politique, c'est-à-dire, comme disait Mendes France, dire la vérité. Dire la vérité. Or, pendant trop longtemps, en France, sur cette question qui est une question décisive, nous avons vécu dans le mensonge, soit mensonge par omission le plus souvent, soit mensonge par action. Donc, moi, mon vœu, et le sens de ce travail, c'est d'essayer de provoquer ce débat et de le voir fleurir. J'observe d'ores et déjà, et ça m'a fait très plaisir, qu'un homme comme Michel Barnier, qui a été commissaire européen pendant de longues années, qui a été négociateur du Brexit pour l'Union, des missions extrêmement importantes et qui est un véritable Européen et probablement, dans un certain sens, un européiste. Cet homme, aujourd'hui, que dit-il? Il dit, c'est lui qui le dit, il a dit à plusieurs reprises, toutes ces interviews, je les ai colligées, elles sont là, tout est bien rangé, donc c'est vraiment pas discutable, il l'a dit plusieurs fois, je suis contre le fédéralisme, et je refuse qu'on m'appelle fédéraliste. Je ne suis pas pour le fédéralisme, et je suis pour que l'on rende du pouvoir politique aux États membres, par rapport à la Commission. Et par ailleurs, il est favorable à ce que les jurisprudences de la Cour de justice de l'Union ne puissent pas atteindre l'identité constitutionnelle de notre pays, mais aussi des autres pays de l'Union. Donc, ces idées, elles sont aujourd'hui, de certaine manière, déjà dans le débat. Il faut les faire progresser. Demain, puisque je parle de Michel Barnier, qui a été éliminé hier de la course à l'investiture pour les Républicains, demain, le candidat ou la candidate, probablement la candidate des Républicains, va être désigné. J'imagine mal, je n'ai pas suivi intégralement ces débats, mais j'imagine mal que il ou elle puisse se défaire de ce qui a semblé constituer un bagage politique commun à tous ces candidats. Donc on voit bien que les choses progressent. Il restera aux autres candidats, le président de la République, les candidats divers de la gauche, de l'extrême droite, de dire quelle est leur vision de l'avenir de la France, qui ne peut pas passer, qui ne peut pas faire l'impasse sur quelle est la vision de la France-Europe, et quel est l'avenir, donc, la vision que l'on a de l'Europe. C'est ça que j'attends. C'est une explication. C'est un devoir de loyauté vis-à-vis des citoyens, de sincérité, d'honnêteté et de vérité. Alors, ce travail de clarification, effectivement, vous le demandez à l'opinion publique, aux hommes politiques. Une question, vous l'avez fait aussi pour vous, ce devoir de clarification. À quel besoin cela répondait-il? Ça répondait à un besoin de citoyens français, qui a observé ce que je vous racontais, 2005, la trahison qui s'en est suivie en 2008, etc., etc., à quelqu'un qui est engagé politiquement, qui a occupé des responsabilités importantes. J'étais conseiller politique du Premier ministre entre 1997 et 2002, du conseiller politique du président de la République entre 2012 et 2014, et un besoin personnel de clarification, de comprendre exactement d'où tout cela venait. Pourquoi? Parce que, de ce point de vue-là, je n'étais pas très différent des autres citoyens. En fait, on ne nous avait jamais dit ça, et on ne me l'avait jamais dit, jamais expliqué. Donc j'ai voulu comprendre les ressorts de ce mouvement historique. Comprendre pourquoi cela s'était passé de cette manière, et pas d'une autre, et le comprendre pour pouvoir agir, pour pouvoir proposer autre chose. Donc moi, aujourd'hui, effectivement, j'ai clarifié mes positions, même si elles étaient déjà nettes. Je n'ai pas voté pour le référendum en 2005, oui. Oui, mais en 92 pour Maastricht, je n'ai pas voté en 2005, j'ai même fait la campagne du non à ce moment-là. Mais je dois dire que le fait d'avoir écrit ce livre, d'avoir lu des milliers de pages et des dizaines d'ouvrages des meilleurs européistes et des plus sincères, Rougemont, Benda, Jules Romain, etc., pardon, tous ces gens qui Monet, tous ces gens qui ne se cachaient pas derrière leurs petits doigts, ou derrière les tentures du théâtre, qui disaient franchement qu'ils étaient, tout ça m'a amené, en revisitant la trajectoire historique de l'Union européenne, m'a amené à conforter mes opinions et à pouvoir interroger les autres de manière beaucoup plus argumentée et beaucoup plus solide.
Alors merci à Guillaume Morel de cette grande fresque, de cette grande analyse qui permet de mieux comprendre les enjeux, encore une fois, à l'aube de cette année européenne et présidentielle. On a pour habitude de terminer ces entretiens par le fait de partager soit un ouvrage, soit un objet. Qu'avez-vous choisi pour évoquer nos échanges? D'abord, je voulais vous remercier infiniment de votre invitation, puisque comme je viens de vous dire que le débat était pour moi une chose essentielle, ce que nous venons de faire est pour moi extrêmement précieux et je tenais à vous en remercier. Alors, pour l'objet, je ne choisirai pas des objets personnels qui peuvent se trouver dans ma bibliothèque. Et quant à choisir un livre, j'aurais pu vous montrer, en y réfléchissant, le livre de Raoul Abdelal, qui se trouve là, Capital Rules, qui est un livre décisif sur le rôle qu'a joué la France et l'Europe dans l'émergence de la globalisation financière. Mais je pense que, en fin de compte, le mieux, c'est de vous montrer cette bibliothèque. C'est une bibliothèque de travail. Dans cette bibliothèque, il y a des ouvrages de philosophie, d'histoire, de sociologie, d'anthropologie, de politique, français, mais pas que, beaucoup d'auteurs étrangers. Et par ailleurs, comme vous voyez, j'ai le goût de rapporter de mes voyages. Je voyage souvent en Europe, des petites cartes postales qui sont des cartes postales d'œuvres de peinture ou de sculpture ou de personnages qui me touchent, que j'aime et que je tiens à voir sous les yeux lorsque je travaille ou que je suis ici à lire ou à réfléchir. Et donc j'ai envie de vous dire, ben voilà, c'est ça l'Europe. L'Europe, c'est ça. C'est une bibliothèque, c'est un musée, c'est une salle de théâtre, une salle de concert. C'est toute cette vie des peuples, toute cette vie spirituelle, intellectuelle, artistique, qui fait que nous sommes ce que nous sommes et qui fait que tout Européen qui arrive dans un pays européen, même si ce n'est pas le sien, il sait qu'il est en Europe. Parce qu'il y a une manière de construire les villes, une manière d'aller au café, une manière de baptiser les rues, une manière de vivre, qui fait que, comme disait Braudel, c'est une manière de vivre et d'être ensemble qui nous est immédiatement intelligible. Ben, l'Europe, voilà, c'est ça. Et c'est de vous dire que l'on peut être passionnément patriote, ce que je suis, parce que je suis passionnément français, comme souvent les fils d'immigrés le sont, et je suis un fils d'immigrés espagnol. Mes parents sont arrivés dans les années 60 pour gagner leur vie et faire le franquisme, et en même temps, définitivement européen. Merci pour le partage de cette passion et de cette analyse.